Le 4 juin, à 11h47 du matin, heure de Téhéran, des missiles de croisière BGM-109 Tomahawk ont frappé le cœur d'une foule en deuil réunie pour les funérailles du guide suprême Ali Khamenei. Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans les rues de la capitale iranienne, les hommes prosternés dans la prière funèbre, les femmes voilées de noir serrées les unes contre les autres quand les premières explosions ont déchiré le ciel. La question qui hante depuis lors chaque analyste, chaque diplomate, chaque habitant de cette région du monde est celle-ci. Les États-Unis ont-ils commis l'acte stratégique le plus audacieux du XXIe siècle, ou bien la plus catastrophique erreur de renseignement de leur histoire militaire? Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, il faut remonter plusieurs semaines en arrière, à l'instant précis où la nouvelle de la mort de Khamenei a commencé à circuler dans les chancelleries occidentales. Sa disparition, annoncée après une longue maladie tenue secrète par le régime, n'a pas simplement créé un vide politique à Téhéran. Elle a ouvert ce que les analystes du Pentagone appelaient en interne une fenêtre d'instabilité structurelle, une période où les chaînes de commandement iraniennes seraient partiellement désorganisées, où les gardiens de la révolution islamique, le corps des gardiens de la révolution islamique, connu sous le sigle CGRI, se disputerait l'influence sur le successeur désigné, et où l'Iran serait théoriquement moins capable de coordonner une réponse cohérente à une frappe extérieure. Washington a regardé cette fenêtre s'ouvrir, et Washington a décidé d'agir. Dès les premières 72 heures suivant l'annonce officielle du décès, le groupe aéronaval du USS Gerald R. Ford a reçu l'ordre de quitter ses positions en Méditerranée orientale et de se repositionner dans le golfe Persique. 5 destroyers de classe Harley Burke l'accompagnaient, chacun chargé de batteries de missiles Tomahawk, chacun prêt à lancer sur commandement. Le sous-marin nucléaire d'attaque USS Connecticut, discret, presque invisible, s'est glissé sous les eaux du détroit d'Ormuz. Simultanément, l'armée de l'air américaine procédait à un déploiement silencieux de F-35C et de F/A-18 Super Hornet sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Sur le papier, ces mouvements constituaient une simple démonstration de force préventive, une posture défensive face à l'instabilité régionale. Dans les faits, il s'agissait d'une mise en position d'attaque. Le matin du 4 juin, l'Iran a frappé le premier. À 7h23, des drones Shahed 136, ces petits appareils kamikazes que le monde avait appris à craindre dans les champs ukrainiens, ont décollé par dizaines de points de lancement dispersés à travers le territoire iranien. Leur destination, la base navale américaine de Manama, au Bahreïn, et les navires de guerre américains stationnés dans le détroit d'Ormuz. Dans les mêmes minutes, des missiles balistiques FAT-110 ont été lancés depuis des sites mobiles, traçant des arcs de feu au-dessus du Golfe. Le Pentagone a reçu les premières alertes à 7h31, heure de Washington. Dans l'heure qui a suivi, 2 destroyers américains avaient été touchés, l'un légèrement, l'autre avec des dégâts plus sérieux sur sa superstructure. À la base de Manama, une explosion avait soufflé un hangar de maintenance et tué 8 soldats américains sur le coup. Le secrétaire à la Défense, réveillé dans sa résidence, a prononcé 3 mots dans le téléphone sécurisé. C'est un acte de guerre. Il faut s'arrêter un instant sur ce moment, parce que c'est là que la question de la responsabilité devient véritablement vertigineuse. L'Iran a tiré en premier, c'est un fait. Mais le dispositif militaire américain déployé dans la région depuis la mort de Khamenei représentait, du point de vue de Téhéran, une menace existentielle imminente. Le CGRI avait intercepté des communications signalant une frappe américaine imminente sur les installations nucléaires. Les généraux iraniens ont donc choisi la préemption. Est-ce qu'on peut appeler cela une agression ou une réponse à une agression déjà en cours? C'est une question à laquelle des esprits raisonnables peuvent répondre différemment, et il serait intéressant de savoir ce que vous, en tant que témoin de cette histoire, en pensez. 4 heures après les premières frappes iraniennes, la réponse américaine a été déclenchée. À 11h19, les destroyers de classe Harley Burke ont commencé à lancer des vagues successives de missiles Tomahawk. Les B-2 Spirit, ces bombardiers furtifs décollés de la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, remontaient vers le nord en silence depuis plusieurs heures. Leurs soutes contenaient les GBU-57,
les bombes anti-bunker les plus puissantes de l'arsenal conventionnel américain, capables de pénétrer 60 mètres de béton armé avant de détonner. Les cibles désignées, les installations d'enrichissement de Fordo, enterrées sous la montagne, et les centrifugeuses de Natanz. L'objectif stratégique était clair, paralyser définitivement le programme nucléaire iranien pendant que la chaîne de commandement du pays était fragilisée par la succession. C'est dans ce contexte que s'est produit ce que les Nations Unies qualifieront plus tard d'incident le plus grave depuis Hiroshima en termes de choc moral mondial. Le renseignement américain avait identifié, sous la grande mosquée de Téhéran où se tenait la cérémonie funèbre, ce qu'il décrivait comme un bunker de commandement du CGRI utilisé pour coordonner les opérations en cours. Des analystes de la CIA affirmaient que des généraux de haut rang du corps des gardiens s'y trouvaient en ce moment précis, dirigeant les opérations depuis cet abri souterrain pendant que leurs familles priaient en surface. La décision a été prise au niveau le plus élevé. Les missiles ont été redirigés. À 11h47, 4 Tomahawk ont frappé le périmètre de la mosquée et ses environs immédiats. 2 bombes GBU-28 ont été larguées depuis un F-35C sur les structures souterraines présumées. La terre a tremblé sous les pieds des centaines de milliers de personnes en deuil. Les premières images, floues, tremblantes, filmées par des téléphones portables et diffusées dans les secondes qui ont suivi, montraient une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus du mausolée, des corps projetés sur les dalles, des femmes courant en hurlant sur le parvis, des enfants séparés de leurs parents dans la bousculade paniquée. Les estimations des jours suivants évoqueront entre 200 et 400 morts civils parmi les présents à la procession funèbre, sans compter les centaines de blessés graves. Pensez à ce que vous ressentiriez si des missiles frappaient une foule en deuil dans votre propre pays. Cette image, celle de la fumée au-dessus d'une cérémonie funèbre, a traversé toutes les frontières culturelles et politiques avec une violence émotionnelle que peu d'événements modernes ont égalée. Dans la salle de crise du Pentagone, les écrans montraient simultanément les flux de drones au-dessus d'Ormuz, les positions des navires dans le Golfe et les premières confirmations des destructions à Fordo et Natanz. 17 installations militaires iraniennes avaient été touchées dans les 6 premières heures de frappes américaines. Des centres de commandement, des dépôts de missiles, des stations radars, des aérodromes de la force aérienne du CGRI. Les généraux américains échangeaient des données, des confirmations de cibles neutralisées, dans un calme professionnel qui contrastait violemment avec les images de chaos qui arrivaient de Téhéran. Quelqu'un dans cette salle, un analyste dont le nom n'a jamais été rendu public, a regardé les images de la procession funèbre en flammes et a dit à mi-voix « On ne reviendra pas de ça ». La frappe sur la procession funèbre constitue-t-elle un crime de guerre au regard du droit international humanitaire ? Ou bien, si le bunker de commandement existait réellement sous la mosquée, s'agit-il d'une cible militaire légitime, rendue tragiquement complexe par la présence civile ? Il n'existe pas de réponse simple à cette question, et c'est précisément pour cela qu'elle continuera de diviser juristes, militaires et citoyens du monde entier pendant des décennies. Dans les heures qui ont suivi, l'Iran a mobilisé ses réponses sur tous les théâtres d'opération simultanément. Des colonnes de chars T-72 et de véhicules blindés de transport de troupes ont commencé à se masser vers la frontière irakienne, dans ce qui ressemblait à une préparation d'une percée terrestre vers les positions américaines en Irak. Les milices chiites pro-iraniennes en Irak et en Syrie, coordonnées par les officiers du CGRI encore opérationnels, ont lancé des vagues d'attaques à la roquette et aux drones contre les bases américaines de la région. Le Hasht al-Shabi a encerclé la base aérienne d'Ain al-Assad en Irak. À Bagdad, la zone verte a essuyé ses pires bombardements depuis des années. Le CGRI a officiellement annoncé la mobilisation de 500 000 réservistes, un chiffre spectaculaire destiné autant à la consommation interne qu'à envoyer un message à Washington. Sur mer, la situation est devenue encore plus volatile. Les vedettes rapides iraniennes de classe Tufan, ces petits navires missiles conçus précisément pour la guerre asymétrique dans les eaux peu profondes du Golfe Persique, ont commencé à harceler les tankers pétroliers empruntant les routes commerciales. 3 tankers ont été attaqués dans une même matinée, l'un coulé, les 2 autres en flammes. Les prix du pétrole
ont bondi de 47% en moins de 6 heures sur les marchés asiatiques encore ouverts. C'est à ce moment que le USS Ford a été touché. Un drone de conception iranienne, suffisamment petit pour avoir traversé le périmètre défensif du groupe aéronaval, a frappé la superstructure du porte-avions, tuant 11 marins et en blessant 23 autres, endommageant 2 catapultes et rendant temporairement impossible le lancement d'aéronefs. Pendant 94 minutes, le navire le plus puissant de la flotte américaine n'était plus en mesure de projeter sa puissance aérienne. La réponse ne s'est pas fait attendre. Des F-35C opérant depuis Al-Udeid et depuis les ponts des autres porte-avions présents ont engagé la flotte de surface iranienne dans ce qui deviendra le plus important combat naval depuis les Malouines. 3 frégates iraniennes de classe Mouj ont été coulées en moins de 2 heures. 11 lanceurs de missiles mobiles ont été détruits depuis les airs. Du côté américain, les pertes humaines s'établissaient à ce stade à 34 soldats tués et une centaine de blessés, auxquels s'ajoutaient 2 FA-18 abattus par des missiles sol-air iraniens et un drone MQ-9 détruit au-dessus du Golfe. Du côté iranien, les estimations faisaient état de plus de 1200 militaires tués, une asymétrie qui reflétait brutalement la supériorité technologique américaine, mais qui ne faisait qu'alimenter la rage et la détermination du commandement de Téhéran. Si vous étiez à la place des généraux iraniens en ce moment, entourés de cartes montrant vos côtes sous blocus, vos installations nucléaires détruites, vos navires coulés, vos alliés régionaux sous pression, que feriez-vous? C'est une question qui n'a pas de bonne réponse, et c'est précisément ce qui en fait la plus angoissante. Le conflit a franchi une nouvelle dimension lorsque l'Iran a lancé ses missiles Zolfaghar en direction de Tel Aviv. La décision d'ouvrir un front israélien était à la fois prévisible et dévastatrice dans ses implications. 2 missiles ont été interceptés par les batteries de dômes de fer et d'Arrow 3 israéliennes. Le 3e a frappé un quartier du nord de Tel Aviv, faisant 23 morts civils et plongeant Israël dans une nuit de sirènes d'alerte. Israël, qui jusqu'alors coordonnait silencieusement ses frappes avec le Pentagone sans apparaître officiellement sur la scène militaire, a riposté avec des F-16I Sufa depuis ses bases du Negev. Les chasseurs israéliens ont visé les dépôts de missiles du Hezbollah au Liban et des positions du CGRI en Syrie. La guerre cessait d'être bilatérale, elle devenait régionale. Les États-Unis ont répondu à la phase finale de l'escalade avec une nouvelle vague de frappes massives. Des systèmes HIMARS, déployés depuis des bases en Irak, ont pilonné l'infrastructure militaire des environs de Téhéran. Des missiles de croisière ont frappé le ministère de la Défense iranien, le siège du CGRI dans le nord de la capitale, plusieurs centres de télécommunications militaires. Les images satellites montraient Téhéran la nuit, parsemée de points lumineux d'incendie, une ville de 8 millions d'habitants transformée en cible. Dans les capitales du monde, la stupeur laissait progressivement place aux réactions officielles. Pékin a convoqué une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur chinois a déclaré, d'une voix posée qui dissimulait mal une fureur diplomatique, « La République populaire de Chine condamne sans réserve le massacre de civils lors d'une cérémonie funèbre. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Aucune lecture stratégique ne justifie de transformer le deuil d'un peuple en champ de bataille. » Moscou est allé plus loin. Le porte-parole du Kremlin a qualifié les frappes américaines de « crimes de guerre caractérisés contre une population civile en état de vulnérabilité rituelle » et a annoncé la suspension de toutes les négociations en cours avec Washington sur les questions de maîtrise des armements. L'Arabie saoudite, dont les calculs géopolitiques ont toujours été complexes face à l'Iran, a fermé son espace aérien et ordonné l'évacuation de ses ressortissants des zones de conflit. La Turquie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, s'est proposée comme médiateur, offrant Ankara comme lieu de pourparlers d'urgence, une offre que ni Washington ni Téhéran n'avaient, à ce stade, la moindre intention d'accepter. La question de l'implication de Moscou et de Pékin, au-delà de la rhétorique diplomatique, est celle que chacun se pose. Interviendront-ils militairement? Fourniront-ils des armes, des renseignements, un parapluie diplomatique à l'Iran? Ou bien calculent-ils froidement que laisser l'Iran et les États-Unis se consumer dans ce conflit
sert leurs intérêts à long terme en affaiblissant Washington? C'est peut-être la question la plus importante de cet épisode entier, et personne n'a encore de réponse certaine. Dans les rues de Téhéran, la réalité était celle de la brique pulvérisée et du verre brisé. Des témoins survivants de la procession funèbre racontaient des scènes apocalyptiques. Un homme d'une cinquantaine d'années, dont le fils était venu prier pour Khamenei, décrivait comment, en une fraction de seconde, la cérémonie s'était transformée en catastrophe. Les corps projetés par le souffle des explosions, les blessés réclamant de l'aide dans la poussière, les ambulances incapables d'approcher à cause de la masse de fuyards. À la frontière irako-iranienne, des dizaines de milliers de civils tentaient de fuir les zones de combat entre les forces du CGRI et les milices, entassés dans des voitures, à pied sur les routes poussiéreuses, laissant derrière eux des villages et des vies entières. Des journalistes étrangers, ceux qui avaient pu rester sur le terrain malgré les risques, envoyaient des images qui mettaient mal à l'aise même les plus endurcis des rédacteurs en chef. L'Europe regardait, paralysée. Pas d'action militaire, pas de soutien public à Washington, juste la conscience de ce que la fermeture du détroit d'Ormuz signifiait pour les économies européennes dépendantes du pétrole du Golfe, et la terreur sourde de voir cette guerre atteindre un seuil de non-retour. 72 heures après les premières frappes, des émissaires qatariens avaient tenté d'établir un canal de communication entre les deux camps. Ils ont échoué. Le gouvernement intérimaire iranien, constitué à la hâte dans les sous-sols de Qom après la destruction des centres de commandement de Téhéran, avait posé une condition préalable à tout cessez-le-feu: la reconnaissance internationale des frappes américaines sur la procession funèbre comme crime de guerre et le retrait immédiat de toutes les forces navales américaines du Golfe Persique. Washington avait répondu en lançant une nouvelle vague de frappes sur les sites de lancement de missiles encore opérationnels dans l'ouest de l'Iran. Il n'y avait pas de table de négociation. Il n'y avait que la mécanique froide et implacable de l'escalade, où chaque action appelait une réaction, où chaque perte humaine alimentait une détermination plus profonde de part et d'autre, où les calculs stratégiques se heurtaient aux émotions brutes d'un peuple qui priait pour ses morts quand les missiles sont arrivés. Les deux camps se préparent à la prochaine vague. Les satellites américains surveillent les mouvements de missiles longue portée dans les profondeurs du territoire iranien. Téhéran reconstitue ses chaînes de commandement dans la clandestinité, distribue ses actifs militaires survivants, promet une vengeance que personne ne peut encore mesurer dans ses détails. Le monde a retenu son souffle pendant 72 heures. Il ne peut pas le retenir indéfiniment. Et la vraie question, celle qui fait perdre le sommeil aux analystes des services de renseignement de Paris, Londres, Berlin et Tokyo, n'est pas de savoir si la prochaine vague aura lieu. C'est de savoir si, quand elle arrivera, quelqu'un aura encore la volonté et la capacité de crier halte avant que cette région du monde, sur laquelle repose une part démesurée de l'énergie et de la stabilité mondiale, bascule définitivement dans quelque chose dont personne ne connaît encore le nom.